Bonsoir à tous, merci de votre présence. Bienvenue à cette émission Alliance Éco numéro 48. Je me suis trompé, le 12 du 11 et pas le 13 du 11 2025. Veuillez m'excuser. Bienvenue et merci de votre fidélité. Alors, vous savez que hier, lors du live d'Antoine, j'ai prononcé une phrase qui m'engage énormément, puisque effectivement, j'ai décidé de mettre ma tête sur le bio. Avant cela, comme j'ai démarré l'évolution du prix de l'or, c'est juste une information comme ça rapidement. Il y a 2 semaines, l'or était à 3 548 € l'once. Aujourd'hui, il est à 3 621 l'once, donc une hausse de 52,21 €, soit 1,47%. On va reparler de l'or en fin de cette présentation, de ce live, parce que l'or est de nouveau en train de partir tranquillement. Il est en train d'atteindre les sommets. J'avais dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste une baisse. C'est en train de se démontrer. Mais voilà, donc, sans plus attendre, ma tête sur le bio. Effectivement, ce soir, je joue ma tête dans le sens où vous allez me fusiller et vous allez me tuer et me pendre et me griller vif, ce qui est possible. Ou, je suis en train d'affûter la lame, hein, François, t'inquiète pas. Merci Antoine. Et donc, ou bien j'en sortirai indemne. J'espère évidemment la deuxième solution. Mais voilà. Alors pourquoi est-ce que je joue ma tête ce soir? Tout simplement parce que je vais poser une question qui fait mal. La question que je voudrais poser, c'est: les Belges et les Français sont-ils politiquement et économiquement idiots, pour ne pas dire cons, ou non? Je vais tout de suite donner la réponse, et c'est là que je joue ma tête. La réponse, pour moi, est indubitablement oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Aïe. Non, mais je te soutiens sur ce coup-là. Merci Antoine. Alors, pourquoi politiquement con? Parce que en votant, alors toi tu es là, hein, toi cher auditeur, tu es là, et tu as voté pour un con, ou pour un autre con, ou pour un troisième con, ou un quatrième con. Et bref, est-ce que c'est vraiment malin que de voter pour des cons? Bon, la question que je pose, je sais, je suis en train de passer dans l'eau chaude, là, je le sens. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est économiquement. Bon, je suis d'accord, cher auditeur, que la classe politique te maintient dans une ignorance totale à propos de l'économie et des finances pour pouvoir te manipuler à sa guise. Donc ça, c'est pas vraiment ta faute. Pourtant, Internet regorge d'informations utiles et de sources d'apprentissage concernant les finances et l'économie. Et donc, même si l'enseignement scolaire est déplorable, toi, cher auditeur, tu as aussi une responsabilité à cet égard, à savoir de te former financièrement et économiquement. Je donne un exemple avec ce petit cadran. Quand je pose la question, imaginez que vous mettiez 10 000 € sur un compte qui vous rapporte du 8% par an. D'accord? Combien allez-vous avoir au bout de 30 ans? La réponse, c'est 100 000 et 600 €. Donc 10 000 € deviennent 100 000 et 600 € au bout de 30 ans, investis à de 8% l'an. Et en réinvestissant, évidemment, les 8%. Alors, combien est-ce que tu aurais si tu retardes cette décision de 10 ans? Les gens disent quelle horrible question. Eh bien, la réponse que donne Saxo Bank, parce que ceci c'est une source, je la cite, c'est Saxo Bank qui a fait ce petit truc. La réponse, c'est 54 000 €. Non, pardon, c'est 46 600 €. Autrement dit, en retardant de 10 ans une décision de placer de l'argent à du 8% pendant 30 ans, c'est un exemple évidemment, eh bien, vous perdez la coquette somme de 54 000 €. Tout simplement pourquoi? Parce que
en n'ayant pas pris d'informations, en n'ayant pas fait des calculs, ou demandé à quelqu'un de faire des calculs, eh bien, vous avez perdu une opportunité absolument magnifique. Et je peux vous assurer une chose, c'est que de tout temps, en crise, et spécialement pendant les crises, il y a des opportunités d'investissement absolument colossales qui font que les gens qui prennent ces opportunités, particulièrement dans des temps comme celui-ci, se font des fortunes absolument incroyables. Et la très grande majorité fait quoi? On se dit, oh là 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 là, ça va mal, je vais épargner plus. Et en épargnant plus, ce pauvre personne ne se rend absolument pas compte qu'il se fait plumer 2 fois. Il se fait plumer par les impôts et il se fait plumer par l'inflation. Et donc, c'est abominable, et c'est pour ça que quand je vois, ça fait 2 ans que je vous dis à vous, alors je vais essayer de sauver un peu ma tête, vous, cher auditeur, ou toi, cher auditeur, comme ça fait peut-être 10 ans ou 2 ans ou 3 ans que tu me suis, maintenant que tu as compris le message, ben, tu me suis encore et tu te formes économiquement et financièrement. Je suis un peu moins admiratif des gens qui me suivent, mais qui ne font rien. Évidemment, ceux qui disent « ouf, ça sert à rien », ça, c'est des gens qui sont évidemment les proies très faciles du gouvernement et des banquiers. Donc, voilà, économiquement, est-ce que nous sommes cons ou pas? La réponse, pour moi, c'est dans la très grande majorité, c'est oui. Alors, je vais essayer, non, je ne vais pas essayer, je vais vous présenter un schéma archi simple, mais vraiment archi simple, pour vous expliquer pourquoi on est con. Voilà. L'économie, c'est quoi? L'économie, c'est d'un côté des sources de production et de l'autre côté des sources qui mangent cette production. Ça s'appelle la consommation. Donc vous avez d'un côté la production qui fait des offres aux consommateurs et d'autre part vous avez des consommateurs qui font des demandes à la production. Ça, c'est le schéma le plus simple, mais vraiment le plus b.a.-ba de l'économie, c'est celui-ci. Et entre ces deux schémas, eh bien, entre ces deux acteurs de l'économie, il y a un troisième acteur, en quatrième qui s'appelle les banques, mais je vais les laisser de côté pour l'instant, c'est l'État. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si on laisse faire les producteurs, eh bien, ils ont tendance à aller un peu trop loin et de vouloir essayer d'être monopolistiques, de tuer leurs voisins ou leurs concurrents, etc., etc., pour gagner un peu plus d'argent. C'est pas bon pour le consommateur. Et d'autre part, si on laisse faire le consommateur, bien le consommateur, il y a des moments où il consomme à mort, et puis il y a des moments où il ne consomme pas, et ça dérégule complètement la production. Donc il faut essayer de réguler un peu cette production, tout en contrôlant les producteurs, contrôlant les consommateurs et réguler l'affaire. Donc l'État a effectivement un rôle de régulateur. Le problème, c'est jusqu'où peut-il réguler? Si on voit le résultat d'aujourd'hui, on se dit que le résultat, c'est pas jojo du tout. Bon. Donc, est-ce que le problème, c'est la production? Est-ce que le problème, c'est la consommation? Ou est-ce que le problème, c'est dans l'État régulateur? Mais de toute façon, quelle que soit la situation, on est dans cette boucle offre-demande, production, consommation. Donc là, j'imagine que ceci, c'est simple à comprendre. Alors, pour résoudre cette question de savoir qu'est-ce qui est le plus important de la production ou de la consommation, il y a 5 grands courants théoriques qui se sont dégagés depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle. Donc je parle de Louis XV, Louis XVI, c'est à peu près là que ça a commencé, avec John Law par exemple, et l'histoire de la faillite française, de la monnaie française. Eh bien, il y a eu 5 grands courants. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, je ne vais pas aller au fond des choses, mais
je voudrais placer votre attention sur le cadre bleu qu'il y a ici, hein, le cadre bleu que vous voyez peut-être ma flèche qui tourne là, c'est les keynésiens et les autrichiens. Qu'est-ce qui a précédé ces deux courants, qui sont des courants plutôt modernes ou actuels? Eh bien, on a les classiques qui disaient, au départ, c'était la source de richesse, c'est le travail. Et effectivement, c'était vrai parce que la machine n'existait pas autant qu'il existe aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, on n'était pas encore dans la révolution industrielle. Donc, par conséquent, c'était logique de penser ainsi que la source de la richesse, c'était le travail, et que donc, il fallait laisser les gens bosser, et que l'État avait le moins à jouer là-dedans, le moins du tout. Bon, évidemment, l'État se pompait des impôts, enfin, le roi prenait des impôts, et bien évidemment, il y a des petits malins au départ, déjà, comment ça s'appelle, les francs-maçons, qui ont commencé à comprendre comment fonctionnait le système. Et pourquoi est-ce qu'ils ont compris le système? Parce qu'ils se sont formés. Ils ont fait des observations, ils ont discuté, ils ont commencé à former. Et très honnêtement, il faut leur laisser ça. Aujourd'hui, c'est des emmerdeurs finis parce qu'ils nous empêchent de tourner en rond comme on veut. Mais par contre, il faut leur laisser ça, c'est que les premiers théoriciens de l'économie sortent de la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, eh bien, il faut que le marché puisse totalement fonctionner tout seul, existe le roi, et donc on a créé une petite révolution. Bien. Alors, des marxistes, quand Karl Marx a écrit son bouquin, Das Kapital, hein, le Capital, eh bien, qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Il a dit, eh bien, il n'y a que deux types d'acteurs qui s'affrontent constamment. D'une part, les gens, ce qu'il appelait les bourgeois, qui possèdent l'argent, le capital, et d'autre part, le peuple qui possède l'arme du travail, et que ce qu'on constate, c'est que les bourgeois sont tout le temps en train d'exploiter, ça c'est Karl Marx évidemment, sont tout le temps en train d'exploiter les travailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se rendaient bien compte que si on veut démarrer une entreprise, malheureusement il faut de l'argent. Et donc à l'origine de toute entreprise, il y a une idée, mais aussi de l'argent. Il n'y a pas du travail, c'est de l'argent qui est à l'origine d'une entreprise. Et donc, par conséquent, eh bien, les bourgeois avaient toujours le beau rôle. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était que l'État devait intervenir entièrement, 100%. Donc, c'est l'exact opposé des classiques, parce qu'il fallait museler ces horribles bourgeois qui avaient du capital. Ensuite, sont arrivés les néoclassiques, qui disent non, tout ça, il faut comprendre que c'est pas tout à fait ça. Ce qui crée la croissance et ce qui fait la valeur de l'économie, c'est la valeur marginale du dernier produit ou de la dernière unité produite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous produisez 100 et que ces 100 sont vendus facilement, vous pouvez continuer à produire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont consommer. Eh bien, à un certain moment, cette production va s'arrêter parce que la dernière unité de production ne trouvera plus preneur. Donc l'avant-dernière, c'est ce qu'on appelle l'unité marginale. Et c'est ça qui crée. Donc il faut que le marché s'auto-régule, au fait. Parce que la production ne va pas continuer à investir de l'argent et des efforts pour des produits qui ne rapportent plus rien puisqu'ils ne sont pas vendus. Et donc par conséquent, là aussi, dans les néoclassiques, on arrive aussi à une espèce de conclusion, c'est que l'État doit intervenir, mais le moins possible, parce que il faut quand même que la production et la consommation sont capables de s'auto-réguler. Et puis arrive M. Keynes, dont je vais beaucoup parler ce soir, ce qu'on appelle les keynésiens, et ensuite les Autrichiens, je vais aussi en parler en cours de développement. Donc c'est juste pour vous donner les grands courants théoriques de l'histoire de la pensée économique. Et en fait, ces théories, c'est quoi? C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est d'abord la production qui crée la consommation, ou est-ce que c'est la consommation qui crée la production? Est-ce que c'est la poule qui crée l'œuf, ou est-ce que c'est l'œuf qui crée la poule? Donc, on est dans un débat de fou, etc. Et ça a duré pendant des années, plus de 200 ans, quand il y a des théoriciens qui sont en train de penser à ça, qui mélangent tout avec la monnaie, les trucs, le machin. C'est une soupe, je suis d'accord. Mais fondamentalement,
Tout le monde est bien d'accord qu'au départ, c'est bien ça, l'économie. La production, la consommation et la régulation de l'offre et de la demande. Point barre. Bon. Si je continue comme ça, eh bien, on va partir maintenant de 1929-1934, qui est la Grande Dépression. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Grande Dépression? Eh bien, je vous rappelle qu'en 1929, on est encore dans le standard or. Qu'est-ce que ça veut dire, le standard or? Ça veut dire que l'État ne peut pas augmenter la masse monétaire parce que, plus qu'ils n'ont d'or. Donc, aux États-Unis, par exemple, l'ensemble des dollars qui étaient en circulation des États-Unis, 40% de ces dollars étaient garantis par de l'or valorisé à 22,67 dollars. Quelque chose comme ça. Donc, quelle que soit la situation, étendre la masse monétaire, c'est-à-dire faire marcher la planche à billets ou réduire la masse monétaire, c'était relativement compliqué. Et donc, il se passe à un certain moment, c'est qu'il y a une hyperconsommation en 1929. Les entreprises commencent, ou les prix des entreprises commencent à grandir, et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que la cotation des entreprises est complètement irréaliste. J'ai fait, dans une émission précédente, j'ai fait une démonstration de ce que c'était que le Price Earnings Ratio, donc le ratio prix-dividende, et en vous disant, depuis qu'on calcule ce ratio, on se rend compte que le prix d'une entreprise normale, c'est le prix du dividende multiplié par 17 à 25. Maximum, même 23 plutôt. 17 à 23. Ça veut dire quoi? Un dividende, c'est quoi? Un dividende, c'est la part bénéficiaire que vous donne une entreprise sur son bénéfice chaque année. Donc un dividende, si vous multipliez l'ensemble des dividendes versés, vous avez le total du bénéfice qui a été rendu aux actionnaires, d'accord? Eh bien, si vous prenez ce bénéfice-là et vous le multipliez par 17 à 23, vous avez à peu près la valeur de marché de cette entreprise. Donc ça veut dire qu'une action se rembourse avec 17 ans de dividendes, ou 17, 18, 19, 20, 23. Donc il y a une fourchette. Une entreprise qui est sous-cotée, c'est une entreprise qui est cotée à un dividende à 15, 16, 17 années de dividendes pour récupérer le prix de l'action. Une action surcotée, c'est une action qui paye des dividendes et il faut attendre 24, 25 et des années avant que votre action ne soit remboursée par les intérêts. Aujourd'hui, aux États-Unis, les actions des Big Five, Magnificent Seven plutôt, les 7 merveilleux, donc c'est les GAFAM plus Nvidia plus Palantir, eh bien, ces sociétés-là sont cotées aujourd'hui à un price earnings ratio de l'ordre de 60 à 70. C'est-à-dire qu'il faut attendre entre 60 et 70 ans de dividendes, tels que payés aujourd'hui, et à supposer que ça continue comme ça chaque année, il faut attendre 60 ans avant que les dividendes ne remboursent votre action. Donc ça veut dire que l'action est complètement surfaite. Et elle est surfaite pourquoi? Parce qu'il y a trop de billets, la planche à billets a trop fonctionné. Eh bien, en 1929, c'est exactement l'inverse. On est dans un système pas de contraction, mais d'impossibilité pour la masse monétaire de s'étendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un crash boursier, parce qu'à un certain moment, évidemment, ce crash, il arrive. Quand les entreprises sont surcotées, eh bien, les entreprises s'effondrent. Eh bien, ça a été un vent de panique épouvantable. Jeudi, je ne sais plus comment, le Black Friday, ou oui, c'était Black Friday, a complètement écrabouillé toutes les actions. Et les politiciens ont dit, ah, mais comme les entreprises perdent de l'argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent les prix pour essayer de vendre quand même. Donc, si je vends un article, normalement, je le vends à 100, et que je sens que ça va très très mal, il faut que ma production, je puisse l'écouler, donc je vais baisser mes prix.
Je vais baisser à 95, à 90, à 85, etc., etc. Et à un certain moment, je vais atteindre mon break-even, c'est-à-dire que je vais vendre sans bénéfice, sans un bénéfice du tout. Et si les prix continuent à chuter, ben je suis en train de perdre de l'argent, donc je fais faillite. Et ce qui s'est passé, c'est que sur 29-34, il y a un nombre incroyable d'entreprises qui n'ont plus réussi à vendre. Pourquoi? Parce que les gens, tout à fait logiquement, disaient c'est la crise, donc je vais épargner. Il n'y a jamais eu autant d'épargne aux États-Unis que lors des années 29-34. Et qu'a fait le monde politique? Ils ont dit oui, mais attendez, si les prix baissent, ça veut dire que, pour donner la métaphore que j'ai souvent utilisée, si vous avez 10 pommes qui représentent l'ensemble des biens et services d'un pays, et que vous avez 10 euros qui est la masse monétaire, chaque pomme vaut 1 euro. Si tout d'un coup, il y a contraction de l'économie, il y a 2 pommes qui disparaissent, il n'y a plus que 8 pommes, s'il y a 10 euros, les prix vont monter. Et ça, c'est pas possible, parce que à l'époque, on raisonnait comme ça, il faut garder une orthodoxie monétaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré 2 euros de l'économie. Ça veut dire qu'ils ont réduit la masse monétaire, ce qui a encore augmenté la pauvreté, et ça a été une catastrophe épouvantable aux États-Unis, beaucoup plus qu'ici en Europe, mais il n'empêche que ça a été une catastrophe épouvantable. Et donc, ce que vous voyez ici, sur le tableau, c'est, vous voyez le taux d'inflation annuel. Et bien, en 1922, c'était une inflation de moins 0,2%. En 1930, moins 2,3%. En 1931, moins 9%. En 1932, moins 9,9%. Et en 1933, moins 5,1%. Au total, moins 25% de réduction de la monnaie et de réduction des prix en 4 ans. Et ça a créé une abominable boucherie sociale, puisqu'il y a eu des milliers de morts de faim, de soif, des homeless, donc des gens sans maison, sans toit sur le chômage aux États-Unis atteignait une somme, c'était astronomique, c'était de l'ordre de 30-35% de la population active qui était au chômage, ne pouvant plus trouver de boulot. Bon. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça a été une telle catastrophe sociale qu'aujourd'hui, tous les gouvernements du monde considèrent que la déflation, c'est la pire des catastrophes qui puissent arriver. C'est la pire des catastrophes. Donc, il fallait surtout éviter la déflation. Alors, qu'est-ce qui s'amène à ce moment-là? C'est un économiste anglais qui s'appelle John Maynard Keynes qui dit, bon, la production est en lambeaux, il y a une terrible déflation, eh bien, on va relancer l'économie par la consommation. Pourquoi? Il y a trop d'épargne, il faut mettre cette épargne au travail. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Il faut mettre l'épargne au travail? Non? C'est pas un petit peu actuel, ça, comme message? Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que nos politiciens sont en train de faire. Ils sont en train de recréer la crise de 1929, je vous garantis. Bon, donc, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, donc, il faut relancer l'économie par la consommation de l'État. Et oui, il faut le reconnaître, ça a marché. Ça a marché tellement bien, puisque le moyen utilisé pour relancer l'économie, ça a été le fameux New Deal de Franklin Roosevelt, d'accord, qui a commencé par la remonétisation de l'or. Qu'est-ce que Roosevelt a fait? Eh bien, il a suspendu les talons or. Je rappelle qu'on était dans les talons or. Il a dévalué le dollar de 40% par rapport à l'or. Et donc, l'or est passé de 20,67, pas 22, 20,67 dollars à 35 dollars l'once. D'accord? Donc, c'est une dévaluation de presque 40%. Bon. Et donc, c'est le seul pays au monde qui a fait ça jusqu'à présent, c'est que Franklin Roosevelt a signé le Gold Act, l'acte de l'or, intimant à tous les Américains qui possédaient de l'or de devoir le donner à l'État. Ils ont dû donner leur or à l'État
en contrepartie de quoi ils recevaient des bons dollars papier, d'accord, qui leur permettaient d'acheter des choses et de relancer l'économie. Et de cette façon-là, les réserves monétaires de la Fed ont été multipliées par 2,5 en moins de 18 mois. C'est-à-dire que ça n'a pas véritablement été une question de planche à billets, puisque l'État s'est enrichi terriblement en or, a dévalué l'or, et il y en était toujours dans le standard d'or où 40% de la masse monétaire américaine était couverte par de l'or. Mais évidemment, on avait augmenté le prix de l'or et surtout, on avait confisqué l'or des Américains. Donc, les États-Unis, tout d'un coup, se sont retrouvés avec beaucoup, beaucoup d'or et ont donc pu éditer de la monnaie pour pouvoir relancer l'économie. C'est compréhensible, ça? J'espère que oui, puisque, je vous dis, les prix avaient baissé, les salaires avaient baissé, la contraction monétaire avait eu lieu, et en mars 1930, oui, quand Roosevelt est venu au pouvoir, eh bien, il a fait l'inverse, il a créé de l'argent pour pouvoir faire de très grandes dépenses de l'État, et les salaires versés par ces très grandes dépenses ont relancé l'économie. Donc, ça veut dire que la base monétaire, ce qu'on appelle le M0, a été augmentée de 60% entre mars 1933 et décembre 1934, et la masse monétaire 2, c'est-à-dire les billets plus l'épargne, a été augmentée de 25% sur la même époque, en nominal, mais attention, le dollar avait dévalué de 40%, donc en réalité, ça a augmenté un petit peu, mais pas en même proportion que la masse monétaire de départ de 1929 avant la crise. Et donc, qu'est-ce que l'État américain a fait? Eh bien, ils ont financé des déficits par les banques et non directement par la Fed. Donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé aux banques de faire? Ils ont dit, oh, voilà, on a de l'or, on a des dollars, vous avez le droit de donner des crédits le plus possible en achetant des bons du Trésor. Ben, vous avez des bons du Trésor, eh bien, ça vous permet d'octroyer des crédits plus facilement et de façon à relancer l'économie aussi. Et donc, ça a été une période où, pratiquement pour la première fois aux États-Unis, il y a eu un déficit public de 4,5% par rapport au PIB, ce qui est énorme pour l'époque. Je signale que 4,5% par rapport au PIB de déficit, c'est vraiment gigantesque parce que aujourd'hui, la France, le déficit de la France est de l'ordre de 6, presque 7%. Donc, c'était déjà gigantesque. Bon. Et évidemment, la dette publique augmente aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Eh bien, ils ont commencé par créer des ports, des barrages, des autoroutes, des routes, des hôpitaux, et surtout, on était en 1930-33, c'était, tout le monde savait qu'il y avait une guerre qui se préparait, et donc ils ont créé une industrie manufacturière des armes absolument prodigieuse aux États-Unis. Il y a énormément d'argent qui est rentré là-dedans, et c'est de là que vient le fameux lobby des armes aux États-Unis, parce qu'ils avaient prévu qu'ils allaient vendre des armes comme des petits fous aux Européens, voire eux-mêmes rentrer en guerre, bien que Roosevelt ne voulait pas rentrer en guerre au départ. Bon. Mais donc, c'est des milliards de dollars qui ont été dépensés dans des grands travaux qui ont mis énormément de gens au travail. Les salaires de ces gens ont permis de relancer la consommation, et la consommation a permis d'augmenter la production. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'après 1934, on a une inflation de 3,1%. Je rappelle qu'on vient de moins 25%. Donc une inflation de 3,1%, c'est pas grand-chose, c'est juste rétablir petit à petit le niveau de vie qu'on avait en 1928. L'inflation en 1935 est de 2,2%, en 1936 de 1,5%, en 1937 de 3,6%, et puis à nouveau une période de déflation, moins 2,1% en 1938 et moins 1,4% en 1939. C'est juste avant la guerre, bien évidemment. De nouveau, la consommation se réduit parce que les gens se doutent bien qu'on va rentrer en guerre, donc on fait des réserves et on ne dépense plus beaucoup d'argent.
Donc ça veut dire que si on prend sur ces 7 ans, eh bien, on a une inflation moyenne de 1% par an, ce qui n'est pas grand-chose. Et ça a très très bien rétabli la situation aux États-Unis et aussi en Europe, il faut le dire. Mais je rappelle, on est dans un contexte très important. On est dans un contexte de déflation et dans un contexte de... On ne peut pas augmenter la masse monétaire parce qu'il y a toujours cette réserve, cette réserve de 40%. La monnaie doit être adossée à de l'or pour 40% de la totalité de la monnaie émise. Et donc, pourquoi est-ce que le système de Keynes a fonctionné? Tout simplement parce qu'il fallait arrêter le report des achats et des investissements pour relancer l'économie. Regardez la boucle de l'inflation. À un certain moment, vous avez une baisse de la demande, d'accord, pris par un crash. Le crash, à l'époque, c'était l'écroulement de la bourse américaine. Donc, il y a une baisse de la demande. Cette baisse de la demande fait que les entreprises sont forcées de baisser les prix pour essayer de maintenir la consommation. C'est clair que si vous avez 1000 euros et vous achetez quelque chose 100 euros et le lendemain vous pouvez l'avoir pour 50, vous aurez tendance à quand même vouloir dépenser pour acheter cette chose-là. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Même malgré la baisse des prix, c'est que les ménages et les entreprises reportent leurs achats. Vous m'avez entendu parler une ou deux fois de l'indice PMI. PMI, ça veut dire Purchasing Manager Index. C'est l'indice des acheteurs professionnels d'entreprise, parce que les acheteurs professionnels doivent acheter déjà aujourd'hui ce qui va servir à la production dans 1 an ou dans 2 ans. Parce que les investissements, c'est pas j'investis et puis tout d'un coup, ça va. Il faut que j'achète des machines, il faut installer les machines, il faut former les gens sur les machines, il faut construire de nouvelles machines ou des machines plus simples. Donc, je vous signale qu'une entreprise doit prévoir ses achats pour ses investissements des années à l'avance. Donc, l'indice des acheteurs d'entreprises est très intéressant parce que cet indice indique, tiens, comment est-ce que se ressent l'économie du côté de la production? Est-ce qu'on est plutôt dans une période de croissance ou est-ce qu'on est plutôt dans une période de stabilisation, de stagnation, ou est-ce qu'on est plutôt dans une période de récession? Et donc, ici, c'est quand je dis les ménages et les entreprises reportent leur achat, l'indice PMI fait partie de ce bloc-ci. Bien. Ensuite, si les ménages et les investissements, les entreprises reportent leurs investissements ou leurs dépenses, ça fait une baisse de production. Baisse de production signifie augmentation du chômage, que vous le vouliez ou non. Une entreprise ne va pas continuer à payer des employés alors que la production diminue. C'est tout à fait logique. Et donc, ça veut dire que la baisse des salaires moyennes diminue. Si la baisse des salaires diminue, les gens baissent la demande et on est reparti dans le cycle de la déflation. Donc ça, c'est tout à fait logique. Et ici, ça a commencé avec le fameux crash de la bourse en août 1929. Et donc, il fallait absolument, ce que Keynes a fait, c'est qu'il a travaillé sur la partie grisée ici en bas à droite, c'est-à-dire sur les ménages et les entreprises qui reportent leurs achats. Il a essayé de relancer cela à travers de la création monétaire en dévaluant le dollar par rapport à l'or et en générant ou en proposant aux dirigeants américains de relancer l'économie par des très grands programmes d'investissement utiles, je cite utiles, d'accord, nécessaires au développement du pays, tels que les ports, les autoroutes, les hôpitaux, les aéroports, etc., etc. Bon. Donc ça a marché parce qu'on était en période de déflation. Maintenant, où est la connerie du siècle? La conclusion tirée par nos gouvernants, surtout ici en Europe, et surtout les gouvernements socialistes qu'on a depuis la guerre, c'est que, c'est compris, on a compris le système. Donc, pour relancer l'économie, il suffit de soutenir la consommation par des dépenses gouvernementales. Sous-entendu, quelle que soit la situation économique dans laquelle on se trouve, il faut soutenir la consommation par les dépenses gouvernementales.
mesdames et messieurs, veuillez m'excuser, mais des gouvernants qui pensent comme ça, c'est des cons de chez cons finis. Bon, d'accord, c'est comme ça. Je maintiens ce que je dis. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un système de déflation. On est dans un système d'inflation. C'est exactement l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'inflation? Je reprends mes pommes. Si on a 10 pommes qui représentent toute l'économie et 10 euros, chaque pomme vaut 1 euro. Si on met 20 euros, mais on n'augmente pas le nombre de pommes, chaque pomme vaudra 2 euros, parce qu'il faut bien que ces euros soient utilisés à quelque chose. Si on a 20 euros pour 10 pommes, je te dis sincèrement, 20 divisé par 10, ça fait 2 euros la pomme. Si on met 30 euros, c'est 30 divisé par 10, ça fait 3 euros la pomme, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que c'est que le cycle de l'inflation? C'est très simple. On a une hausse de la masse monétaire qui entraîne une hausse des prix. Plus d'argent pour autant de pommes, ça fait augmenter les prix. Si on hausse les prix, les ménages, évidemment, se disent « Mais merde, moi, mon salaire, il n'augmente pas de la même façon. Donc, j'ai une baisse de mon pouvoir d'achat. » Et que font les ouvriers et les employés? Avec raison, ils disent on demande une augmentation de salaire. Bon, si ces augmentations de salaire sont accordées, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les entreprises doivent payer plus cher alors qu'ils ne produisent pas nécessairement plus. Donc leur marge diminue aussi. Leur marge diminue parce que le coût de production augmente de façon épouvantable, alors qu'en termes de vente, ça n'augmente pas nécessairement. Il n'y a toujours que 10 pommes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour compenser cette baisse de marge, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Hausser les prix, et on est reparti exactement de la même façon. Et donc, quelle est la seule bonne solution pour arrêter l'inflation? C'est évidemment baisser les impôts. Donc, moins d'intervention d'État pour augmenter les marges d'entreprise sans que celles-ci ne doivent augmenter les salaires. Parce qu'à partir du moment où l'impôt est réduit, particulièrement pour les entreprises, ça permet aux entreprises d'embaucher, ça permet aux entreprises de faire plus de trucs, et à ce moment-là, on arrête l'inflation des prix, et du coup, les salaires se retrouvent corrects, et les ménages ont toujours un pouvoir d'achat. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non, ça prend un certain temps, mais le principe est archi connu. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Désolé de le dire, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui chez nous? C'est quoi? C'est très simplement qu'on n'augmente rien du tout comme qu'on n'augmente rien du tout on ne diminue en rien les impôts, mais par contre, on augmente les impôts. Donc ça veut dire qu'on baisse encore plus les revenus du ménage, on augmente les impôts et on fait des grands travaux qui servent strictement à rien. Et même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, on ne finance même plus des travaux qui rapportent quelque chose. Quand on crée un hôpital, c'est utile. Quand on crée une autoroute, c'est utile. Quand on crée un port, c'est utile, ça fait marcher le commerce. Quand on crée des aéroports, c'est utile. À la limite, quand on crée des armes, c'est peut-être utile parce que ça rapporte de l'argent au pays. Je suis totalement anti-armes, hein, soyons clairs, mais c'est dire que on investit dans quelque chose qui donne un effet de levier positif. Aujourd'hui, malheureusement, l'État, et particulièrement l'État français, aujourd'hui est dans une aberration complète, mais alors complète, parce que la seule chose qu'ils réussissent à faire, c'est faire fuir les riches, fuir les investissements, fuir tout. Ils ont toujours rien compris, les cons. Rien, hein, ils ont absolument rien compris. Bon. Donc, si je continue maintenant, les conséquences de ce type de politique que l'on vit maintenant, c'est des impôts à la hausse, c'est un interventionnisme débridé de l'État qui crée donc de plus en plus de fonctionnaires. La France est le pays où il y a le plus de fonctionnaires au monde. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a plus d'1 fonctionnaire par 3 personnes actives dans ce pays. Ça veut dire qu'une personne sur 4 est un fonctionnaire d'État à qui on donne un travail, et son travail est généralement excusez-moi,
il y a des fonctionnaires qui ont évidemment des fonctions hyper utiles, mais il y a un nombre incroyable de fonctionnaires en nombre de trop, et puis surtout, on augmente vous savez, on a dit ça, comment est-ce qu'on appelle ça, le dossier qui contient toutes les lois, ça s'appelle comment je sais plus. Bon, enfin, on a augmenté le nombre de lois de pratiquement 12 à 13% en moins de 4 ans. Donc on a complexifié les choses énormes, et puisqu'on complexifie, il faut de plus en plus de fonctionnaires qui ne savent pas toujours ce qu'ils font, et surtout, ça emmerde le peuple quelque chose d'épouvantable, ça les empêche de travailler, et surtout, ça crée des impôts, des impôts, des impôts, des impôts, etc. Résultat des courses, inflation galopante, effet de levier négatif, je vais revenir à l'effet de levier négatif, je vais rappeler ce que c'est qu'un effet de levier négatif, un interventionnisme absolument débridé, et aujourd'hui, c'est 15,4% de la population française qui vit sous le seuil de la pauvreté. 15,4%, alors que la France était un des pays les plus riches du monde. C'est hallucinant. Voilà la bêtise intrinsèque de penser que Keynes avait tout le temps raison dans n'importe quelle circonstance. Et bien évidemment, l'école autrichienne a tout à fait renversé ça et a apporté des preuves, non pas par la théorie, des preuves pratiques que ce n'est pas par la consommation qu'il faut relancer l'économie en période d'inflation, c'est par la production. C'est en période de déflation, on peut relancer par la consommation, mais en période d'inflation, c'est évidemment par la production. Et c'est exactement ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis. Lui, il a compris, bien évidemment, mais nous, nos gouvernants, alors là, je vous garantis que c'est quelque chose de peu ordinaire. Donc maintenant, très vite, l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est qu'un effet de levier? Si vous empruntez quelque chose, vous empruntez pour faire un investissement. Et cet investissement crée quelque chose qui s'appelle un profit. Donc vous empruntez de l'argent pour monter une baraque à frites. Je suis belge, donc je connais mon exemple. Voilà, vous montez une baraque à frites, vous vendez des frites, et si le profit de votre baraque à frites est supérieur à l'intérêt que vous avez à payer à la banque pour cet emprunt, vous avez créé un effet de levier très positif. Pourquoi? Parce qu'avec de l'argent qui ne vous appartenait pas au départ, vous avez créé un profit supplémentaire pour vous et pas pour la banque. Donc automatiquement, vous avez un effet de levier positif. Par contre, si votre profit est inférieur aux intérêts, vous avez un effet de levier négatif. Dans quelle situation sommes-nous en Belgique et en France aujourd'hui? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'État emprunte non pas pour faire des investissements, mais pour payer des dépenses courantes. Les 400 000 € que coûte Brigitte, d'accord, pour ses perruques et autres trucs qui doivent lui soutenir les couilles, qu'on ne les voit pas trop, voilà, ça c'est à quoi dépense notre argent. Et donc, ça finance... là, t'es vulgaire, on dirait moi. Oui. Merci. Bon, et donc, aujourd'hui, ces dépenses courantes, ça produit une rentabilité de combien? Absolument nulle. Et donc, ça veut dire quoi? Un emprunt pour financer des dépenses ne fait qu'augmenter la dette et le montant des intérêts. Je vous signale que c'est exactement la même chose que si vous empruntez pour acheter une maison dans laquelle vous allez vivre. Parce que si vous prenez un emprunt pour une maison dans laquelle vous allez vivre, cette maison ne rapporte rien. C'est donc une dépense et non pas un investissement. Et donc la rentabilité de la maison est zéro, même pire parce que vous allez en plus devoir payer des impôts dessus. Et donc par conséquent, c'est votre salaire, votre revenu qui doit payer les intérêts. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, créer un revenu passif dans l'immobilier, c'est quoi? C'est acheter une maison pour la louer. Là, vous commencez à gagner de l'argent si la location est plus chère que les intérêts que vous devez payer à la banque. Et là, vous créez quelque chose qui vous crée un revenu. L'effet de levier, c'est la chose la plus fondamentale que vous puissiez avoir en économie. Il suffit de réfléchir un petit quart d'instant. C'est extraordinairement simple, ce type de schéma. D'accord? C'est extrêmement simple. Donc, il suffit de réfléchir un petit peu. Voilà. Alors,
C'est pour ça que je reviens aux grands courants théoriques, et particulièrement les Autrichiens, qui, l'école d'Autrichienne de Ludwig von Moses et Friedrich Hayek, sont des grands théoriciens de l'économie et qui ont prouvé par A plus B qu'il est tout à fait évident que ce qui fait fonctionner l'économie, c'est quoi? Eh bien, c'est la créativité de la production. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la production sont constamment en train de regarder dans le marché quelle est la demande, quels sont les besoins des consommateurs et surtout comment est-ce que ces besoins pourraient encore être mieux servis par de la créativité. Comment est-ce qu'on pourrait mieux servir un client? Je te rends un exemple tout bête. Moi, j'ai connu le téléphone en bakélite. Moi, je sortais d'une famille bourgeoise, je le reconnais, et on avait chez nous, en 1955, on avait 2 téléphones. On était les seules familles avec mon oncle qui possédait 2 téléphones dans la même maison. Des gros trucs en bakélite qui pesaient 3 kilos chacun. D'accord, avec un truc clac, 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 un système nominal ou numérique, je ne sais pas, enfin certainement pas numérique, mais bon, digital, ça s'appelait. Et donc, on avait 2 téléphones. Mais ce téléphone, ça ne se transportait pas, c'était bloqué par un câble à la maison, ça coûtait une fortune. Et donc, par conséquent, on pouvait rarement téléphoner, on recevait des coups de fil, mais téléphoner, il fallait demander la permission à papa et maman de pouvoir téléphoner, ça coûtait de l'argent. Bon. Comment est-ce qu'on a résolu le truc? Ben, c'est très simple. Il y a eu des gens qui ont dit, mais et si on peut trouver un téléphone portable? Je me souviens des tout premiers portables avec des longues antennes, ça pesait 1,5 kg, plus 3 kg, mais 1,5 kg. C'était dans une besace. Et il fallait sortir une longue antenne. Et il y avait quelques zigotos en ville qui se baladaient avec des téléphones. Et tout le monde regardait ça en disant c'est quoi ce bidule, quoi? Alors aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et maintenant, le smartphone, c'est même plus un téléphone. Je crois que la part du téléphone dans le smartphone, c'est pratiquement plus rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est Internet et la recherche qui est le plus utilisé sur le téléphone. Donc c'est vous dire combien les producteurs peuvent inventer et créativement quelque chose qui va améliorer la réponse aux besoins, donc la solution, et du coup, c'est des sources de croissance absolument extraordinaires. Et là aussi, ils ont prouvé quel devrait être le rôle de l'État. Eh bien, ils ont prouvé en faisant des exemples ou des comparaisons entre pays, donc comment ça marche dans certains pays, particulièrement la Suède, qui est en Europe un des pays les plus avancés au monde. Eh bien, ils ont prouvé par A plus B que si on veut avoir une économie saine, il faut laisser aux producteurs, donc aux créateurs, d'inventer des choses et surtout d'avoir les moyens d'investissement pour pouvoir le faire. Et quels sont les moyens d'investissement? Eh bien, le meilleur moyen d'investir pour une entreprise, c'est de devoir payer le moins possible d'impôts. Donc, ça veut dire que l'État doit intervenir le moins possible et exclusivement pour les choses ou les fonctions que tout le monde admet être des fonctions d'État, à savoir la police, donc la sécurité, l'armée, la diplomatie extérieure et la régulation de la sécurité à l'intérieur. Et peut-être un petit peu la santé. Et pour le reste, c'est tout. Et qu'on nous foute la paix avec le reste. Eh bien non, bien évidemment. Maintenant, on est dans une pléthore de lois et de trucs qui nous empêchent de tourner en rond et surtout qui font que les entreprises, eh bien, elles délocalisent, elles foutent le camp. C'est pour ça que sur les 2 dernières années, c'est quand même 237 milliards d'euros qui ont quitté les banques de France, d'argent qui a coûté les banques de France. C'est tous les riches, ils sont partis. On va dire 60 millions pardon, c'est 60 000 millionnaires qui ont quitté la France. Alors, je ne résiste pas. Quelle heure il est? Parce que je parle, mais il est quelle heure là? Ouh là là, 20h50. Bon, je dois me dépêcher. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un article de quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Charles Gave, d'accord, et qui a écrit le 24 mars 2025 un papier qui s'intitule « Le sapeur Camembert, économiste en chef au ministère des Finances français ». C'est absolument bien écrit, c'est superbe et c'est très facile à comprendre. Je lis « Georges Collomb, polytechnicien, auteur des facéties du sapeur Camembert
écrit en 1890, donc bien avant M. Keynes, d'accord? Il crée le personnage du sapeur Camembert, grand précurseur de Keynes, dans le domaine de la pensée économique. Alors, l'histoire, c'est celle-ci. Le sergent Bitur ordonne au sapeur Camembert de creuser un trou pour y mettre les ordures de la caserne, ce que fait ce bon soldat. À la suite de quoi, ayant mis les ordures dans le trou, il se retrouve avec un tas de terre dont il ne sait pas quoi faire. Il demande au sergent Bitur, qui passait par là, ce qu'il fallait faire du tas de terre, et se voit répondre de creuser un autre trou pour y mettre la terre, et en plus, il se voit infliger une semaine d'arrêt au poste pour avoir posé une question stupide. Comme le lecteur, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit là de la première description d'une politique keynésienne qui recommande de faire des trous le matin pour les reboucher le soir et le salaire payé pour ce travail servant à relancer l'économie. Note de M. Charles Gave, je ne blague pas, Keynes l'a vraiment dit. La base du raisonnement de Keynes est simple. Le marché ne fonctionne pas. Et donc, c'est à ceux qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, comme M. Keynes, de mettre en œuvre les mesures qui permettront à l'économie de se développer au mieux de ses capacités. Et ces gens-là savent que l'économie ne donne pas les résultats attendus parce que les gens épargnent trop. C'est ce que je vous disais, en 1929, les gens se sont mis à épargner comme des fous et voyant que la situation allait mal. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Je vous signale que rien que sur les années 2021-2022, c'est presque, si je me souviens bien, c'est 300 ou 400 milliards d'euros que les Français ont épargnés en plus dans des assurances vie et dans des livrets A. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Bon. Dès qu'il y a une crise ou un semblant de crise, les gens se mettent à épargner. C'est logique, c'est normal, mais ce n'est pas la bonne façon. Bon. Comme ils épargnent trop, la demande globale est insuffisante. Et c'est donc à l'État de combler ce déficit de demande en dépensant plus qu'il ne reçoit par les impôts, et donc d'avoir constamment des déficits budgétaires pour payer les gens à faire des trous avant de les reboucher. Pour résumer l'essentiel de la pensée économique du sapeur Camembert et donc de Keynes, il faut donc que le poids de l'État dans l'économie augmente sans cesse jusqu'au moment béni des dieux où les dépenses étatiques représenteront 100% du produit intérieur brut et où l'exploitation de l'homme par l'homme cessera enfin. Haute note d'humour, comme le disait Churchill, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le socialisme, c'est exactement l'inverse. Dans le monde du sapeur Camembert et de l'École nationale de l'administration, dès que l'économie de marché connaît un ralentissement ou une récession, il faut donc immédiatement pousser sur le bouton « faire des trous » et augmenter les dépenses de l'État pour éviter le retour de la grande dépression des années 30. Comme je vous ai dit, ça c'est la hantise de tous les gouvernements. Alors, vérifions le bien fondé de la politique économique camembérienne enseignée à l'École nationale de l'administration en France. Regardez le graphique que vous avez devant vous. Maintenant, vous voyez le graphique qui est là sur votre écran. Le verdict est sans appel. Plus le poids de l'État augmente, la ligne rouge qui baisse, plus la croissance ralentit, la ligne bleue, échelle de droite. Alors, comment est-ce qu'on lit les graphiques? Du côté droit, ici, vous voyez, ça va de 17 à 28. C'est ce qu'on appelle une échelle inversée. Ici, c'est le poids de l'État, c'est 17%, 18%, etc., jusqu'à 28% du poids de l'économie. Donc ça veut dire que dans le PIB, d'accord, les dépenses faites par la consommation de l'État représentent 17% du produit intérieur brut, et ça peut monter jusqu'ici. Donc vous voyez, l'échelle est inversée, on va du haut vers le bas, mais plus on descend, plus le pourcentage augmente. C'est fait exprès pour qu'on puisse comparer les deux courbes qui se superposent, plutôt que de voir des courbes qui sont inversement proportionnelles. Et l'échelle de droite, c'est quoi?
Eh bien, c'est la croissance annuelle moyenne sur 7 ans. Une croissance annuelle moyenne sur 7 ans, ça veut dire quoi? Ben, on prend 2020, on prend les 3 années qui précèdent, les 3 années qui suivent, on fait la moyenne de ça, et ça c'est la croissance sur 7 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 2021, on prend les années 22, 23, 24, 20, 19, 18, on groupe tout ça, ça fait une moyenne. Voilà, c'est la moyenne de croissance sur 7 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces deux courbes eh bien, se suivent plus ou moins, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce que Charles Gave a fait, c'est que la courbe rouge, qui est le poids de l'économie, il l'a avancé de 6 mois. Non, qu'est-ce qu'il a avancé? Attendez, les poids. De 6 trimestres, donc 1 an et demi. Autrement dit, la courbe ici, d'accord, le point là, c'est pas le point de 1975, c'est le point de 1973 et demi, si je peux le dire comme ça. Donc jusque juin, ça veut dire qu'il a avancé la courbe de 6 trimestres pour montrer que effectivement, ce sont les dépenses de l'État et l'interventionnisme de l'État qui créent la baisse du produit intérieur brut. Pourquoi? Mais parce que l'État n'investit pas et ne crée pas d'effet de levier positif. C'est aussi simple que ça. Plus l'État dépense à des trucs qui ne rapportent rien, moins la croissance, ou plus la croissance diminue, ou moins la croissance augmente. Je peux le dire comme ça. Voilà. Et donc, c'est la preuve par A plus B. Ça, et sur tous les pays du monde, l'école autrichienne l'a prouvé. Donc c'est extrêmement simple. Il suffit de montrer ça à un politicien. Le politicien va dire ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous racontez des bêtises. Non, je ne crois pas. Vous avez beau lui montrer et donner toutes les preuves, ils sont tellement obtus qu'ils ne veulent pas accepter cela. Eh bien, c'est là que ça nous mène. Et c'est pour ça que je me permets de dire les Belges et les Français sont idiots de voter pour des gens comme ça. Désolé. Voilà. Alors, la hausse du poids de l'État est donc la première cause de l'affaiblissement de notre taux de croissance. Je ne vais pas lire le reste parce que ça va m'amener trop loin, mais ceci est déjà en soi une extraordinaire preuve de combien la bêtise de nos gouvernants fait que nous créons véritablement le trou dans lequel on est en train de tomber, et nous, on vote pour des gens comme ça. Incroyable. Bon. Donc, ça m'amène à quoi? Ben ça, je ne vais pas passer, je vais passer ça. Conclusion. Cher auditeur, quelle est ta responsabilité numéro 1? Ben pour moi, ta responsabilité numéro 1, c'est de commencer à marche forcer ton éducation financière. J'aimerais citer certains slogans, si je puis dire comme ça, qui ne sont pas les miens, qui ont été... je les ai trouvés sur Internet. C'est un monsieur, un coach de Guadeloupe, qui fait de l'éducation financière, qui est très très fort, et qui place dans sa classe un certain nombre de ces pavés. Tu dis que tu veux être riche, mais tu passes plus de temps à scroller et à te divertir qu'à te former. Bah oui, ça c'est clair, si vous passez plus de temps à faire ça, ben, vous n'allez jamais devenir riche. Si tu ne sèmes pas l'apprentissage, tu récoltes l'ignorance. Si tu ne sèmes pas la discipline, tu récoltes le chaos. Et si tu ne sèmes pas l'investissement, ben, tu récoltes le manque. Personne ne t'oblige à rester riche, fauché et limité. C'est toi qui refuses d'apprendre comment te créer plus de liberté et de richesse. Tu deviens riche dans ton esprit avant de le devenir sur ton compte en banque. Toutes ces phrases sont des évidences, mais malheureusement, on a beau asséner des évidences aux gens, très très peu, ils disent « Ah oui, c'est vrai », et puis ils continuent à scroller. Bon, désolé, mais ça c'est ta responsabilité, cher auditeur, de faire ton éducation, parce qu'en faisant cette éducation, tu vas commencer à comprendre comment tu peux t'en sortir, malgré ce qu'on est en train de te contracter. Deuxième responsabilité, trouve le lien d'enregistrement de cette présentation, une fois qu'elle sera faite, envoie le lien à ton député avec un petit mot lui demandant d'arrêter ses conneries, d'accord?
Sauf, évidemment, si tu souhaites constamment t'appauvrir et devenir esclave du système. Là, tu fais comme tu veux. Mais moi, c'est clair que ce genre de truc, je vais l'envoyer à mon député en disant qu'il est un petit peu taré du bonnet, quoi. Voilà. Bon. Quelle est la conséquence de nos conneries de gouvernement? Ben, la dette de la France ne fait qu'augmenter. Hein. En 2024, c'était 3 300 milliards. En 2025, eh ben, c'est plus 250 milliards. Donc 7,6% en plus, pas rien. Les intérêts payés en 2024, 60 milliards. Pour 2025, 75 milliards, plus 25%. Et en plus, je vous signale que comme les notes de la France se sont dégradées, eh bien, on est aujourd'hui encore dans des dettes qui étaient des dettes à des taux très faibles de l'ordre de 0,5, 0,75, 1, 1,25%. Eh bien, la dette continue à augmenter, l'intérêt de la dette continue à augmenter, moyen, hein, l'intérêt moyen. On va passer en 2025 de 2% moyen à 2,3%. Eh bien, sachez que chaque dixième de pourcent coûte 5 à 6 milliards d'intérêts en plus, c'est-à-dire 5 à 6 milliards d'impôts en plus. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que tous ces milliards vont partir à l'étranger parce que 50% de la dette est détenue par des étrangers et les étrangers seront toujours payés avant les Français. Donc ça veut dire que non seulement vous détenez la dette, mais en plus vous allez devoir payer vous-même les intérêts sur votre propre investissement. Bravo, on est bien parti. Alors que fait l'or entre-temps? Ben, il a eu une correction tout à fait logique, normale, aux alentours du 27 octobre. Eh bien, comme vous voyez sur ce graphique, il est en train de remonter tranquillement et il est reparti. Mais on va atteindre 5 000, 6 000 euros d'ici mi-2026 sans trop de difficultés. J'ai aucune espèce de doute à ce sujet-là. Alors, si vous voulez vous éduquer financièrement, eh bien, je vous conseille un livre que vous pouvez trouver sur le site www.lejardin des livres. Entre nous soit dit, ce site regorge de livres absolument phénoménaux, excellente source d'informations financières pour vos cadeaux de Noël. D'accord? C'est très. Je vous assure qu'il y a quelque chose, il y a vraiment beaucoup de choses à lire là-dedans. Mais il y a un livre qui a été écrit par un diplomate américain qui s'appelle Andrew Dixon White, d'accord, qui a signé ici un livre extraordinaire car il raconte comment les révolutionnaires se sont lancés dans l'usage intense de la planche à billets. C'était presque, allez, quoi, pas moins de 30 ans après John Law, hein, d'accord, qui avait déjà créé le bordel en France. Bon. Et comment ils se sont heurtés au bon sens des Français, qui se sont précipités sur les pièces d'or et d'argent lorsque les assignats ont commencé à perdre leur valeur et que le prix du pain a commencé à s'envoler. Pourquoi vous croyez que depuis 2 ans, on vous dit achetez de l'or, achetez de l'or, achetez de l'or et des pierres précieuses, achetez de l'or et des pierres précieuses? Parce que le prix du pain est en train de s'envoler et c'est pas fini. Je signale, je viens d'apprendre ça ce soir, 63 banques des États-Unis ont demandé le protectorat du gouvernement, c'est-à-dire que les châteaux de cartes commencent à s'écrouler, mesdames et messieurs. 63 banques, 517 milliards de dollars en danger d'évaporation totale. Voilà. Donc, je voudrais terminer par... Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me suis trompé de... Voilà. Je voudrais terminer avec un petit conseil. Toi, mon auditeur, je ne te considère pas comme un con puisque tu suis mon émission, donc tu prouves que tu veux t'éduquer financièrement. Alors, rappelle-toi, parfois, il faut jouer au con pour tromper le con qui pense que t'es con, d'accord? Lisez les 2 bouquins à côté, ça va vous amuser, et j'espère que cette petite blague sauvera ma tête. Est-ce qu'après ceci, tu vas me couper la tête? J'espère que non. Cher auditeur, je te remercie, et si je vis encore, je vous donne rendez-vous le 26 novembre 2025 pour le numéro 49. Bien le bonsoir. Salut. Ah là là. Comment est-ce qu'elle fonctionne
chaque regard, chaque sourire, chaque geste tendre écrit l'histoire d'une humanité qui sait se comprendre. Humanité, ton cœur est notre flamme, solidarité, tissons des liens d'âme à âme, justice guide nos pas vers l'équité, que la paix nous enveloppe à jamais. Oh, 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 Ton cœur est notre flamme. Des liens d'âme à âme. Sous les étoiles lointaines, nous chantons tous en chœur la mélodie de la fraternité, du partage, du bonheur. Nos voix s'élèvent, emportant nos prières vers un monde